Nous sommes avec Gaspard Auger dans le studio et rejoint par un MC, un auteur, un génie. Sébastien Tellier, comment ça va? Ça va très bien, surtout avec cette intro. Parfait. Bah ouais. Alors, je vous décris Sébastien Tellier, c'est un swag incroyable, une belle beubare, des belles lunettes de soleil, une casquette qui claque. C'est une collab cette casquette, c'est ça? Collab, la marque Chapeau de ouais. J'ai fait une petite capsule, comme on dit. Voilà, quelques casquettes, quelques chapeaux. Voilà. Sébastien Tellier est là parce que dimanche prochain, tu joueras à la salle Playel de Paris dans le cadre du festival Pitchfork, c'est comme ça qu'on dit? Oui, moi je dis Pitchfork, ouais. Pitchfork? Ouais. Alors comment ça va depuis le temps, Sébastien Tellier? Est-ce que tu nous manques beaucoup? Oui, voilà. Bah écoutez, pourtant je vis, je suis dans Paris, je déambule. Je vaque. À quoi vas-tu? Non, bah, je fais de la musique à la maison, surtout. Non, j'ai fait une tournée aussi. Là, j'ai fait une tournée qui avait commencé avant l'été. Donc ça m'a bien occupé quand même. Et puis, je compose à la maison, voilà quoi. Depuis quand vous connaissez tous les deux? Ça fait un petit moment. Hein. Ouais. Ça doit faire 10-15 ans, quoi. Ouais, un truc comme ça, ouais. Au bas mot. Ce qui est quand même assez dingue de vous réunir tous les deux, c'est que tous les deux, vous faites des choses extrêmement singulières. Et vous avez réussi à avoir des destins d'artistes mainstream en faisant de la musique très underground. Vous êtes la verveine et l'underground incarné. Ça fait plaisir. Hein. Ouais, c'est bien, c'est un peu le top, ça. Ça résume bien le top du top. Parce que quand on se dit finalement, j'ai pas spécialement envie de faire de compromis et que ça marche, est-ce qu'on est à l'aise? Après, des compromis, on est obligé d'en faire parce que déjà, sur un vinyle, on peut pas faire un disque de 4 heures. Et plein de trucs comme ça. Et il y a des limites, on peut pas faire un morceau par jour. Mais enfin bon, peu de compromis. On parlait d'un génie qui est Richard Gottener. Est-ce que c'est quelqu'un qui te parle, Sébastien? Richard Gottener, moi je me souviens surtout des musiques de pub. Je pense qu'il a fait pas mal de musiques de pub qui étaient assez sympas. Ouais. Après, ses chansons perso, t'as le kiki. Non. Le Yuki. Je suis comme... Après, Trois vieux papis, elle est bien. Faut la réécouter. Ouais. Ou la décalcomanie aussi. Plusieurs choses vous réunissent. Il y a également cette espèce de tour du monde magique que vous avez dû faire et refaire plusieurs fois. Et il y a quelque chose que j'aime bien vous demander, parce qu'à chaque fois, je sais que vos expériences en live sont incroyables. Quelle est la ville où vous avez rencontré le fan le plus chelou? Moi, c'est certainement en Belgique, ça doit être à Bruxelles, j'imagine. Ouais. Parce que c'est mon meilleur public, la Belgique. J'adore jouer là-bas. C'est les meilleurs, les Belges. Et ils sont top, c'est top. Donc, les mecs les plus extrêmes, je les ai vus là-bas, dont un mec... Et je ne sais pas pourquoi il a fait ça, mais il s'est roulé par terre devant moi. Mais il s'est pas mis à genoux, il roulait. Une vraie roulade de gymnastique? Une rondade? Non, plus comme un tonneau, un truc sur le flanc, quoi. Comme de la pâte à modeler quand on veut faire un petit serpent, quoi. C'était quelque chose d'étudié ou de totalement... Non, frénétique. Il y avait une maîtrise du geste ou pas? Ah non, carrément pas. D'accord. Non, carrément frénétique. Maîtrise rien. J'avais peur, je faisais crise d'épilepsie. Et c'était son expression de la joie, tout simplement. Ben ouais, complètement. Il y a des mecs qui s'expriment. Dans une famille de rouleurs, on ne sait pas. Ouais, voilà. Rouleurs à l'heure. Et on écoute une sélection de Sébastien Tellier. Sébastien Tellier, pourquoi avoir choisi les Beach Boys? J'aime beaucoup, c'est bien travaillé. Moi, j'adore tout type de musique, mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est quand c'est bien ficelé. Que les mecs vont jusqu'au bout du truc, trouvent toutes les harmonies possibles, le rythme parfaitement adapté. Et puis, quand le résultat de tout ça est touchant, là, c'est vraiment merveilleux. Et donc, là, c'est ça. C'est vraiment le truc poussé à fond, mais au service quand même d'une émotion. Gaspard Auger parlait tout à l'heure d'une notion qui est, je trouve, très importante dans la musique, et pour moi, c'est ce qui fait le sel des plus grands disques. Et c'est un mot qui est assez galvaudé, c'est la naïveté. La naïveté, est-ce que c'est important pour créer une mélodie, transformer et faire communiquer une émotion? Alors, moi aussi, je trouve ça très important et c'est très dur. D'ailleurs, parfois, c'est quand on pense à la naïveté, c'est qu'on l'a un peu perdu. Et moi, justement, parfois, je regarde la naïveté avec comme un peu un truc qui me manque maintenant. J'aimerais bien être plus naïf quand j'allume l'ordi. Et avant, c'était sympa, je faisais des accords, je savais même pas le nom des accords. Maintenant, je sais pas, c'est un do mineur. Après, je connais pas les accords compliqués, mais je connais pas les noms, mais ça manque un peu. Moi, ça me manque un peu depuis. J'aimerais bien être encore plus naïf qu'avant, et je le suis moins. Gaspard, la naïveté? C'est vrai que c'est un truc auquel on est assez attaché avec Xavier, parce que nous, on n'est pas foutu de lire une partition et on connaît pas le nom des accords. Et en fait, on essaie de garder cette magie.
cette magie un peu de l'enfant qui sait pas ce qu'il fait et à un moment il trouve 3 accords qui fonctionnent bien ensemble et là on se regarde et en souriant avec Xavier dans le blanc des yeux et on est content et on essaie de garder un peu de cette magie, mais comme dit Sébastien, c'est dur de la conserver après 20 ans de carrière. Et vous avez un autre point commun, c'est votre chambre, l'endroit où tout s'est créé, où tout s'est passé, qui est un endroit séminal où plein de choses sont nées alors que personne n'y croyait forcément au début. La chambre, oui, effectivement. Tu veux dire la chambre de bonne des débuts, c'est ça? Ouais. Où il y avait un ordinateur, un clavier. Ouais. Alors moi, moi j'avais un Fostex, un 4 pistes à cassette. Ça, je l'adorais, ce truc-là. J'avais une basse Ibanez Bordeaux qui était immonde, que j'adorais aussi. Et j'adorais faire de la musique à cette époque-là parce que je me disais, je suis tout seul dans un truc tout sale, et un jour tout ça va être tout brillant, tout beau. Et j'étais surexcité d'avance, quoi. Et t'y croyais à cette étoile? Ouais, enfin j'avais pas trop le choix. Non, c'était assez flou. Non, j'avais peur. J'étais dans la peur. Est-ce que t'avais un plan B où tu disais ça sera ça ou rien? Non, moi j'aime bien. Ah si, j'aurais bien aimé être créateur de jouets. Je trouve ça super comme métier d'inventer des jouets. Ça m'aurait peut-être plu, ouais. Les jouets. Gepetto, quoi. Hein? De quoi? Gepetto. Et quand on revient il y a 20 ans, Gaspard, au début, quand la musique, justement, c'était pas quelque chose d'évident comme projet de vie, à quoi tu pensais quand tu as commencé justement à triturer les machines? Moi c'était un peu pareil que Seb, dans le sens où j'avais un petit 4 pistes à cassette et je faisais un peu de la musique chez mes parents sous mon lit superposé. Et après, quand on a rencontré Xavier, on n'avait même pas d'ordinateur, on était obligé d'emprunter un graveur de CD pour un pote pour faire les masters. Enfin, c'était complètement archaïque et on avait aucune ambition, en fait. On faisait ça comme des potes vont jouer au foot ou vont au cinéma. Et c'était juste un moyen de passer le temps et de faire quelque chose entre amis. Ouais. Et il y avait un plan B? Le plan B, en fait, pour nous d'ailleurs, c'était plutôt un plan A. En fait, on était graphiste. Enfin, on avait fait des études pour être graphiste. Et donc, on s'était dit, on va être graphiste. Et puis finalement, à un moment, on s'est dit, c'est quand même plus fun la musique. Et ça nous permet de voyager et de toucher plus de gens. Et donc, on s'est dit, maintenant, il faut faire ça à temps plein. Et c'est ce qu'on a fait. Mais tout en gardant un peu ce truc de DA qu'on aime bien faire, choisir des réalisateurs, des mecs qui font des pochettes. Et j'aimerais vous poser la question à tous les deux et qu'on reste à cette époque, il y a 20 ans. Je vais pas vous demander la personne qui a changé votre vie, c'est les coulisses du métier, on s'en fout un petit peu, mais j'aimerais savoir, vous, qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois que vous avez vu des gens danser sur votre musique? Moi, je m'en souviens pas. Je devais être un petit peu... Ou de l'entendre à la radio? Ouais, non, si, c'est assez... Ouais, si, une fois, je me suis entendu effectivement dans un taxi. Ça devait être la ritournelle, j'imagine. Et j'étais content. J'étais assez fier. C'est ça qui est sympa comme métier, la musique, c'est qu'on peut parfois être fier de soi. Alors qu'il y a d'autres métiers, ça doit être extrêmement rare, voire pas du tout. Donc la musique, allez, une fois par mois, on peut être content, quoi. Gaspard? Moi, c'est vrai que j'ai plus un souvenir similaire d'être en fait dans un endroit complètement incongru, enfin pas incongru, mais genre, je sais pas, une épicerie et t'entends ton morceau. Et d'ailleurs, ça nous arrivait souvent avec Xavier. En fait, on se dit, attends, mais c'est pas mal ça et tout, et de chasamer le truc. Et en fait, c'était nous qui l'avions fait. Mais sur des espèces de mauvaises enceintes un peu crépitantes de 8 à 8, tu vois. Et vous avez aussi une autre particularité, c'est que vous avez tous les deux votre son. Comment est-ce que vous l'avez trouvé? Comment est-ce que Sébastien Tellier, t'as trouvé ton son? Moi, j'essaye un petit peu tout, mais j'essaye d'avoir toujours un son différent, mais j'y arrive pas. Il y a un truc, c'est comme un aimant. On revient toujours au même en musique. Il y a un truc comme ça, on tourne autour du pot sans cesse, en fait. Et il y a ce truc-là, donc on peut pas. C'est très bizarre, mais j'ai l'impression qu'on choisit pas la musique qu'on fait. On a beau essayer de se développer, d'avoir des nouvelles idées, des trucs. C'est comme si on était aimanté par certaines notes plutôt que d'autres, certains rythmes plutôt que d'autres, et puis c'est comme ça que ça se fait, mais c'est pas une vraie décision. Et il y a aussi cette notion de l'identité, c'est que quelles que soient les personnes ou les producteurs avec qui tu as pu travailler, ça reste du Sébastien Tellier, on l'entend dans les harmonies, dans l'orchestration, dans les drums.
Voilà, il y a un truc un peu obsessionnel aussi. Je marche bien à l'obsession. J'ai ça avec les jeux vidéo. J'ai ça quand j'aime un truc, ça m'obsède, quoi. Voilà. Donc toutes mes obsessions, on les voit dans la zik et j'arrive pas à m'en décoller, quoi. Et c'est pareil pour Gaspard. Quand vous êtes arrivé avec Justice, tout ce que vous avez utilisé comme son n'était pas utilisé à l'époque dans la musique électronique. Les rythmes, c'était pas cela. Les saturations, c'était pas celle-là. Les déformations qu'il y avait dans tous les sens. Est-ce qu'on vous a pris comment vous l'avez trouvé, ce son-là? Je pense que c'est parce qu'on est arrivé un peu dans le monde électro entre guillemets par hasard, parce qu'en fait nous on avait aucune culture rave parce qu'on était arrivé après, on n'était jamais sorti en club. Donc en fait pour nous la techno et la musique électronique c'était un truc très lointain, on connaissait pas les règles, donc on est arrivé un peu comme des punks qui savent pas jouer de guitare et qui décident de devenir les Sex Pistols. Enfin, pas que je compare Justice aux Sex Pistols en termes de rayonnement, mais ce côté un peu mecs qui savent pas ce qu'ils font et donc en fait qui amplifient leurs défauts pour trouver un parti pris qui soit juste un truc différent. Et donc nous, nos premiers disques, c'était surtout la saturation, parce que ça nous permettait de cacher un peu les lacunes qu'on pouvait avoir en termes de mix, de machin. Donc en fait, il y avait un truc un peu cache-misère, mais qui au final donnait l'impression d'être super big, alors qu'il y a pas de basse. Enfin, c'est très très petit quand tu réécoutes maintenant, mais il y avait une énergie et un style. Et je pense que c'est le plus important, en tout cas quand tu commences. Il y avait aussi le fait d'être DJ, parce que c'est aussi ce que vous faisiez, et de savoir comment est-ce qu'on teste ces morceaux et comment ils vont sonner. Ouais. Après, c'est vrai qu'il y avait une époque où c'était complètement fou, où en fait tu pouvais finir un morceau le jour même, le mettre sur une clé USB et le jouer le soir, et c'était assez dingue. Et souvent, on amendait les morceaux suite à ça. Ouais. Vous faites encore la fête ? Moi, je fais la fête quand même beaucoup moins, mais je sors de temps en temps quand même. Enfin, quand on va chez Kavinsky, on fait un peu la fête. Chez Kavinsky, c'est la fête. Non, mais la vie est une fête. D'ailleurs, Kavinsky sort un nouveau morceau vendredi, on tient à le signaler. Et on embrasse très très fort Kavinsky. J'aime bien Playel et tout. Moi, j'habitais en banlieue, j'ai grandi à Cergy-Pontoise, mais j'avais un pote qui habitait Place des Ternes, enfin juste à côté rue des Renaudes. Donc j'allais chez lui le plus souvent possible et on passait souvent dans cette salle. Ça me faisait rêver, je sais pas, elle m'a toujours attiré à fond et je suis hyper content d'aller faire un concert là-bas, c'est trop bien. J'avais vu aussi il y a pas si longtemps avant qu'il meure, un concert de Christophe là-bas que j'avais adoré, mais suradoré. Donc pour moi c'est un truc cool d'aller faire de la musique là-bas, quoi. Il y a des artistes français avec qui tu sens une filiation directe ou indirecte ? Tu t'inscris dans une tradition ? Il y a tous les mecs de ma génération, les mecs qu'on appelait la French Touch. Eux, forcément, c'est des sortes de cousins directs ou je sais pas. Ouais, carrément, le même kiff, la ZQS, machin, le truc. Voilà, après, aujourd'hui, je connais pas trop les noms. Les noms, ils sont trop compliqués pour moi. J'arrive pas à suivre, je sais pas. De temps en temps, j'entends un truc sur Génération, je me dis, putain, j'adore. Mais je sais pas qui c'est, je l'entends qu'une fois, je le réécoute jamais. Écoute-le plutôt sur Europe 1. Ah oui, c'est vrai, merde. Là, mais big up à Génération, je viens de là, donc on les embrasse très très fort. C'est une radio 88.2 à Paris, on les embrasse. Gaspard, est-ce qu'à toi, et je vous pose la question tous les deux encore une fois, parce que moi ça me fait toujours marrer quand je vous vois, vous êtes des gens avec des origines plutôt modestes, et vous avez incarné une espèce d'excellence française dans le monde entier, un truc un peu chic, et je trouve ça toujours assez cool en fait, de me dire, voilà, on peut avoir tout type d'origine et la musique permet quand même de s'élever. Mais c'est marrant parce que je parlais de ça avec un mec pas plus tard qu'hier et en fait je comparais un peu la façon de procéder américaine qui est très industrielle, enfin au sens de voilà, tu vas aller chercher le meilleur guitariste, le meilleur mixeur, les meilleurs choristes, machin. Même si tu les connais pas, en fait, juste leur compétence fait que tu fais un disque avec eux. Et c'est vrai qu'en France, on est beaucoup plus artisanaux, tu vois. J'ai l'impression qu'on bosse un peu tous entre potes. Tu vois, il y a quelque chose de
d'artisanal, mais dans tous les domaines de la création. Et je pense que c'est ça qui fait que t'as une espèce de spécificité française, et que ce soit pour faire du saucisson ou de la musique, il y a un truc qui fonctionne parce que c'est pas encore industriel. Ouais, non, c'est bien. Une fois, j'avais fêté mes 40 ans à Montmartre, enfin bon, bref, et je me souviens, je crois que tu peux développer là. Ouais. Et il y avait un peu tout le monde, je pense qu'il y avait peut-être les Daft, enfin j'essaye même pas de faire du name dropping. Et il y avait toute cette bande French Touch qui était là, il y avait peut-être pas tous les Phoenix, mais peut-être une partie. Et il y avait mon beau-frère qui est Philippe Manœuvre, qui est le mari de la sœur de ma femme. Enfin, et il était venu, il s'était dit, mais attends, c'est vrai, en fait, ils sont vraiment potes. J'hallucine. Mais oui, c'était pas un truc marketing, c'était pas un truc inventé par le boss de Universal ou je sais pas quoi. C'est une réalité où on se voyait, on faisait des trucs ensemble, on se prêtait des synthés, les gens se donnaient des conseils ou des tips. Voilà. La fin de carrière des Daft Punk, vous l'avez appris comme tout le monde? Je sais plus quand je l'ai appris. C'est peut-être Kavinsky qui m'a dit ça, tiens, en premier, ouais. Qui a vendu la mèche. Ouais, mais moi aussi, très vite, j'étais en contact avec Kavos. Radio Vinco. Mais alors, oui, voilà, mais moi aussi, ça doit être ça. Ou c'est peut-être ma sœur. Enfin, je sais plus trop. Mais tout de suite, j'étais en contact avec Kavinsky juste après l'avoir su. Comment vous l'avez pris, cette nouvelle-là? Moi, j'ai trouvé que c'était très noble, en fait, de partir un peu au pinacle de sa carrière, enfin de leur carrière. Et de se dire, bon bah voilà, peut-être qu'on n'a pas forcément envie de continuer ensemble, et de partir un peu en claquant la porte. Et après, bon, je pense qu'ils sont trop malins pour pas revenir peut-être dans 5 ans avec un autre truc. mais aussi. C'est peut-être eux qui ont déposé le nom Mordicus. Ah ouais, c'est possible. Mais non, moi j'ai trouvé que c'était classe, ouais. Sébastien? Moi, j'étais assez triste. Enfin, je me disais, ah bah c'est dommage, on va plus écouter de nouvelles chansons des Daft. Moi, je suis particulièrement fan aussi des Daft. Pour moi, Discovery, c'était vraiment un album. Ouais, voilà, genre boum, quoi. Mais même, il doit faire partie de mes 10 albums préférés ever, quoi. Et après. Donc je me suis dit ça, et après c'est vrai que je me suis dit, plutôt que de proposer des trucs, je sais pas, en demi-teinte, ou je sais pas où ils en étaient, je sais pas du tout les dessous de l'histoire et tout, ils ont fait juste un superbe truc monolithique, carrière on pourrait dire idéale, parfaite, et puis voilà, donc c'est propre. Ouais. Vous faites partie des rares à les avoir côtoyés et vus travailler. Qu'est-ce qu'ils vous ont appris, juste en les voyant ou en les observant, dans la façon de faire votre propre musique? Moi, Guy-Man, ce que j'adorais en studio, c'est qu'il sautait d'une chanson à une autre tout le temps. C'est-à-dire, on passait pas la journée sur la même chanson à s'acharner, à pas perdre les pédales, mais à un moment, quand on a trop écouté un truc, on oublie ce qu'on écoute. Et lui, il sautait, on passait 20 minutes sur une chanson, puis après 20 minutes sur une autre et tout. Et ça, c'était super. Et je l'ai un peu gardé, c'est pas que je vais piquer, mais enfin, je me dis, bah ouais, j'ai constaté que ça marchait bien, que c'était vraiment efficace, et qu'il n'y avait pas besoin de faire des journées de 12 heures harassante, on se demande plein de doutes et tout, que finalement une journée de 5-6 heures à sauter de chanson en chanson, finalement là c'est vraiment super efficace. Donc et puis plein d'autres trucs, parce que Guy-Man en studio il était magique carrément, le mec, quoi. Pourquoi? Et le choix des sons de synthé, l'efficacité, il est extrêmement fort en cocotte guitare, les petits cac. Oh là, comme ça. Je me souviens, j'avais fait une chanson qui s'appelait Kilomètre, et c'est lui qui a fait la cocotte guitare dessus. Elle est nickel, c'est parfait. On a l'impression que c'est toujours la même chose, mais il y a un petit changement de temps en temps, mais c'est justement celui qu'il faut. C'est parfait, quoi. Gaspard? Moi, j'ai jamais bossé avec eux, mais en tout cas, le peu que j'en connais, c'est vraiment des malins, quoi. C'est des esthètes, c'est des super nerds, en fait, ils sont pas du tout. Et enfin, ça a été aussi leur génie, c'est qu'ils ont jamais eu envie de faire partie d'un star system ou d'un truc. Et eux, ce qui les amuse, c'est de faire de la musique il y a un truc, un gros travail de conception, je pense, avant même qu'ils se mettent à toucher des trucs. Mais c'est vraiment un groupe unique, et il y en aura pas d'autres, quoi, c'est sûr.
Comment vous en êtes protégés, vous, de cette starification? Parce que vous avez tous les deux, Gaspard Roger avec Justice ou Sébastien Tellier, été à un moment extrêmement exposé dans énormément de pays. Comment on se protège de tout ça? Est-ce que en jouer, comme tu peux le faire, Sébastien, c'est une façon de se dire, bah voilà, finalement, tout ça, c'est un game et je vais décider d'être le Puff Daddy de Sergi Pontoise. Et Gaspard, il y a toujours eu une espèce de recul derrière la croix de Justice. Bah, moi, c'est ça que j'ai toujours admiré chez Sébastien, c'est que c'est qu'en fait, t'es sur scène, au-delà de la musique, t'es super drôle. T'as un espèce de truc de monsieur loyal qui est inimitable. Et c'est vrai que nous, malheureusement, on parle pas, donc on peut pas se permettre ce genre de pirouette. Mais parce qu'évidemment, c'est complètement ça différent. Génial, mais vous avez pas remarqué des petites blagues entre deux beats. Mais ouais, en tout cas, moi, à chaque fois que je t'ai vu en concert, c'est presque un dîner spectacle, quoi. Tu vois, t'es là et c'est vrai. Ouais, c'est plus un peu comme un mec qui fera un concert mais au théâtre. C'est-à-dire que tu vas avoir une pièce de théâtre, mais en fait c'est un concert. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Mais j'ai toujours été fasciné par les décors du théâtre, même si la pièce est extrêmement mauvaise, n'importe. Quand les lumières s'éclairent et qu'il y a le décor du théâtre, je kiffe. Donc c'est une façon de se protéger de tout ça aussi. Moi, après j'ai eu une grosse période, c'était surtout à l'époque où j'ai sorti Sexuality, et en même temps j'ai fait l'Eurovision, et là j'ai eu un pic. Et c'est la seule fois où je me suis dit, oulala, c'est trop là. C'était trop, j'étais fatigué, j'étais surtout fatigué en fait. J'en avais marre de devoir bien me saper et tout. C'est genre, j'étais juste éreinté quoi. Donc voilà, après c'est vrai qu'il faut trouver une sorte d'équilibre. Mais bon, après, moi, c'est pas non plus. Je marche complètement librement dans la rue, mais complètement. Enfin, je veux dire, j'ai aucun souci au quotidien de célébrité, quoi. Et puis moi, je trouve que t'as aussi souffert d'un truc, pour le coup, qui est similaire aux rappeurs. Je parlais tout à l'heure de Puff Daddy, mais c'est que le traitement médiatique, des fois, sur les plateaux télé, j'avais envie d'éteindre ma télé en disant, mais Sébastien Tellier, c'est pas un mec marrant. C'est pas un rigolo, c'est un mec qui fait de la zik, c'est un génie. Si, c'est un mec super drôle. Mais oui, mais il y avait ce côté à la télé de se dire, ah, on a trouvé un nouveau personnage. Ouais, j'étais un peu clownesque à la télé, j'étais utilisé un peu comme un petit clown. Mais bon, ça m'allait aussi. En même temps, au fond de moi, j'ai un truc, je suis relativement sombre et tout, mais par contre, j'aime pas les gens qui se prennent au sérieux, donc je suis toujours en train de recasser le sérieux. Pourtant, je fais aussi des musiques premier degré, et quand je suis tout seul à la maison, je suis un mec vraiment premier degré, je suis tout en émotion, machin. Mais dès que je suis confronté au monde extérieur, là, je deviens second degré, voire 10 000, parce que c'est plus simple, quoi. Ouais. Voilà, on met la poussière sous le tapis, hop. Mais c'est vrai que j'étais un peu utilisé comme un petit rigolo. Mais bon, franchement, c'était pas. Ça a pas d'importance pour moi. Je me dis pas, je regrette pas. Je me dis juste, bien sûr, je ferai plus comme ça. Et après, ça, c'est la télé aussi qui provoque ça, où t'as des gens. En fait, les gens qui sont un peu hors normes, enfin, je pense à toi ou à Brigitte Fontaine ou à Philippe Catherine, qui sont invités. C'est un peu des bons clients quand en fait t'es à côté de gens complètement premier degré, qui n'ont aucun humour. Et comme vous avez cette poésie en vous. Ça, et évidemment, les gens rigolent ou croient que vous avez fait avant, alors que vous êtes juste extrêmement plus subtil que n'importe qui sur le plateau, quoi. C'est sympa. Non, mais moi, c'est comme ça que je le vis, quoi. Mais bon, voilà. Mais après, c'est vrai que des grands talk shows le soir, le samedi soir, machin, je sais pas si j'aurais envie d'y retourner quand même, parce que c'est assez violent. Ouais. Mais après, je vois, une fois, j'étais passé dans un truc sur France 2. Ah ouais, faut peut-être pas dire les chaînes. Je peux y aller. Hein. Ouais, et je sais pas, ça fait cette vidéo d'un passage télé a fait vachement plus de views que mes clips, quoi. C'est là, c'est quand même bien dommage. Ça m'a un peu brisé le cœur quand même. Je me suis dit, ah bah non, mince, c'est quand même un peu con. Tout ça pour ça. Alors que j'avais tout donné dans Pépito Bleu. Ouais, exactement. Justice, comment vous êtes protégé de ça? Parce qu'à un moment, quand on se retrouve au MTV Awards, quand on se retrouve à faire le tour du monde dans tous les pays, et qu'en plus on est en pleine explosion de ce qu'on a appelé l'EDM, alors que c'est pas du tout la musique que vous faites, comment on fait pour que la tête ne tourne pas, en fait? Quand on était en tournée, genre aux États-Unis, il y avait un truc un peu foufou, où, voilà, c'est quand c'est ta première tournée, tu t'amuses un maximum.
Mais après, on n'était pas, en fait, comme on n'est pas chanteur et comme on n'est pas frontman de notre groupe, et que c'était plutôt la Croix qui avait ce rôle-là. Genre nous, on était un peu, on n'était pas vraiment exposé médiatiquement. Enfin, la Croix était un personnage, quoi. Voilà, puis on faisait pas de téloche, tu vois. Enfin, on l'a fait très rarement et ça s'est très mal passé. Mais après, c'est simplement que c'est pas dans nos personnalités. Enfin, moi, je déteste être le centre de l'attention, ou genre, enfin, les concerts, c'est toujours un peu une épreuve. Mais et il y a eu l'envie de s'en moquer. C'est pour ça que vous ressemblez énormément. C'est quand vous faites le film avec Romain Gavras au Cross de l'Univers, il y a l'envie de se moquer de la vie de rockstar en tournée, à visiter des maisons hors de prix, à faire des trucs complètement débiles, à avoir des fans qui sont outranciers. Parce qu'en fait, il faut le dire que ce qu'il y a dans ce film. Il faut pas parler de ce film. Voilà, il faut qu'il reste dans les limbes, dans les limbes. Parce que les temps ont changé. Il y est très bien. Il est là où il est d'ailleurs. Il est très bien. Là où il est. Ne citons plus son nom. Et je reviens sur cette série de clips. T'as vu les clips de Gaspard ou pas? Oui. Ouais, complètement. Cet univers-là, est-ce que toi, tu te dis, c'est peut-être quelque chose que j'ai envie de décliner? En fait, c'était un peu la première fois que j'écrivais des. Enfin, ça m'a pas pris très longtemps. Hein, ça tenait sur un post-it, mais que j'écrivais des idées pour des clips. Et après, avec le réalisateur, là, Philippe Nilsson, on a vachement échangé pendant le confinement et tout ça, en s'envoyant des textos, des photos, des mèmes, des trucs. Et c'est vrai que je me suis dit, ouais, pourquoi pas refaire des trucs. Repasser un peu à la réalisation, et c'était assez intéressant d'avoir complètement carte blanche sur les trucs, et de faire ça un peu en mode commando, parce qu'on a fait ça en une semaine en Turquie, avec des moyens, mais bon, qui étaient assez limités. Et moi, j'aimerais juste que tu m'expliques le cheval. Comment ça s'est fait? En fait, le cheval, donc le clip de Hey, où on voit un espèce de cavalier mongol jouer du violon. C'était vraiment une idée que j'avais en studio quand on faisait le morceau. C'était le seul truc auquel je pensais. Donc après, j'aurais espéré, tu vois, qu'il soit plutôt 10 que 1, avec des faucons sur le poing, et tu vois, un peu. Mais ça fonctionne avec un mec aussi, ouais. Sébastien Tellier, j'aimerais juste, avant qu'on se quitte, moi j'ai toujours voulu poser la question sur Pépito Bleu, le clip, l'esprit, la chanson, la secte qui en a découlé, je veux tout savoir. Alors tout ça, moi je voulais faire un album, un truc un peu à la Jeff Koons en fait, un album vraiment de mauvais goût, assumé à fond, comme ces trucs qu'il fait, genre c'est Michael Jackson avec les caniches et tout le tintouin là. Et donc je me suis dit, tiens, je vais prendre la religion, c'est bien. Comme ça fait vraiment un truc super bizarre, religion, mauvais goût à fond. Donc ça c'était la base. Et puis après, je me suis mis à composer. Et puis j'ai trouvé cette histoire de Pépito Bleu, mais je trouvais que ça sonnait vraiment bien. Et j'aimais bien, je sais pas, c'était magique. C'est comme une drogue, mais bien sûr, ça n'existe pas. Mais il faudrait que ça existe, quoi. Ça me fait penser à des trucs genre Merlin l'Enchanteur, je sais pas, des trucs de quand j'étais petit, ou quand il y avait des allusions là dans les Disney, mais on disait pas, ils prennent de la... Ils partent un peu comme ça en folie. Ça me faisait penser à ça, Pépito Bleu, là, pour les enfants, quoi. Avant de nous quitter, qu'est-ce que vous avez à conseiller aux gens qui nous écoutent? Qu'est-ce que vous nous conseillez d'écouter, de lire, de regarder? Moi, j'aime bien la musique italienne, quand même, en général. Je trouve ça très bien. Je trouve que vraiment, il faut s'y plonger. C'est tout un autre truc. Genre, Lucio Battisti, le Johnny Hallyday, on trouve plein d'équivalences comme ça. Mais ça a une autre saveur, c'est un autre délire. Bon, voilà, la musique italienne. Elle va ressembler à ça, la nouvelle musique de Sébastien Tellier? Ça a toujours été teinté d'Italie, mais sauf que je suis pas du tout un spécialiste ni quoi que ce soit, mais j'aurais rêvé d'être un chanteur italien, ça, c'est sûr. Est-ce qu'il y a des morceaux qui sont coffrés pour la suite? Là, j'ai composé quand même la majeure partie de mon prochain album, mais ça fait pas très italien pour le coup. D'accord. Il en est où cet album? Il est en état de maquette extrêmement sommaire, à base de petites rythmiques et de suites d'accords de piano en midi. D'accord, rien d'écrit. Les paroles, je les ai pas, non. Non, parce que je suis moins dans le concept, c'est un truc que je commence à... Donc en fait, j'ai plus envie de parler de tout que d'un seul truc, en fait. Donc je me laisse aller tranquille, voir où me mènent les chansons, mais sans trop le décider. Bon,
je me joins à toutes les personnes qui nous écoutent pour te demander de te dépêcher. Parce qu'on est en galère de nouvelle musique. C'est sympa, merci. Gaspard, qu'est-ce qu'on peut lire, écouter, voir, que tu nous recommandes? Alors, je peux vous conseiller un truc que j'ai pas vu, mais qu'il faut que j'aille voir, c'est Ettore Sottsass à Beaubourg, qui est un designer de génie italien. Et voilà, donc j'imagine que c'est bien, mais il faut y aller, quoi. C'est le mec qui a inventé le style Memphis, là, tous ces meubles des années fin 70-80, très colorés, très graphiques, très géométriques. Et ouais, c'est vraiment un gros génie du design. Donc je l'ai pas vu, mais allez-y. C'est ce que disent c'est ce que devraient dire la plupart des gens qui parlent de livres à la télévision. Si on a eu cette escapade, est-ce que le couple Justice va mieux après cette escapade? Ouais. Ah, non, après, le couple Justice n'est jamais allé mal. On est toujours très potes et on se marre. Et on s'entend très bien. Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que vous remettez le couvert? Mais là, on a remis de manière le couvert. Un peu grivoise. Ouais. On a remis la nappe à carreaux. C'est reparti pour un tour. Ouais. La machine à raclette chauffe. Voilà. Ah ouais, c'est cool. Ouais, c'est super. Moi aussi, je suis très content. Franchement, j'ai hâte. J'ai hâte. Non, parce qu'on a parlé de la séparation des Daft, on veut quand même un album de Justice. Ouais, ce sera un prix de consolation. Non, non, mais ouais, non, là, on est pas mal avancé et on lutte contre l'envie de faire des couplets, pré-refrain, refrain. Là, on est plus dans un truc un peu dans la collision, dans le collage, dans les transitions abruptes. Chaque album de Justice est extrêmement différent. Même s'il y a toujours une cohérence, à chaque fois il y a des nouveaux territoires qui sont explorés. Quand on a exploré autant de territoires et finalement fait passer autant de messages, parce que c'est ce que je trouve incroyable avec cet album en solo ou la musique de Justice, c'est qu'il y a des messages qui passent des fois sans parole, juste avec la musique. À quoi on se prépare après tout ce qu'on vient de traverser et tout ce que vous avez envie de raconter? Comment on l'aborde cet album? Après, je pense qu'on est assez hermétique au monde qui nous entoure. Enfin, pas par snobisme, mais c'est en fait notre musique elle doit être plus grande et plus belle que la vie. Donc après, forcément, tout ce qui se passe dans le monde nous influence de manière imperceptible. Enfin, en tout cas, inconsciente. Mais nos messages, ils sont assez simples. C'est soit danse, soit excité, soit pleure. Et voilà, c'est plus un message. Si on connaît ces phrases dans toutes les langues, on peut faire le tour du monde. C'est vrai. Et c'est plus un truc émotionnel et physique. Voilà. Alors, on résume cette émission avant de se dire adieu. On a parlé de naïveté, on a parlé de simplicité, on a parlé d'émotion. Finalement, est-ce que la musique n'est pas une science humaine? Oui, on pourrait totalement dire ça. Est-ce qu'on ne serait pas docteur S sciences humaines, Sébastien? Vous venez d'être fait docteur honoris causa de la ZIC ce soir sur Europe 1, Sébastien Tellier et Gaspard Ogier. Et pour nous quitter, on va se faire un kiff sélectionné par Gaspard Ogier. C'est le thème de Cobra Space Adventure. Pourquoi? En fait, Cobra, c'est vraiment un dessin animé qui nous a tous un peu traumatisés, enfin pour les gens de notre génération, parce qu'en fait ça combine les meilleurs trucs de SF. T'as du Blade Runner, t'as du Rollerball, t'as aussi Belmondo, puisque le personnage principal est inspiré des traits de Jean-Paul Belmondo. Ouais. Voilà. Et la musique est vraiment incroyable. Je crois que c'est vraiment ma musique préférée de tous les temps, ces espèces d'épopées galactiques avec plein de synthés et des orchestres incroyables. Je crois que c'était un truc peut-être italo-japonais, la musique. Ouais. Le compositeur, c'est Kentaro Haneda, je crois. Ouais. Mais c'est et en fait toutes ces musiques, que ce soit Vladimir Cosma ou Michel Legrand ou De Roubaix, qui en fait faisaient des musiques pour les dessins animés avec lesquels on a grandi. Je vous conseille d'écouter Les Mondes Engloutis de Vladimir Cosma, incroyable. Et en fait, ça nous a traumatisés à vie. Et je pense que c'est pour ça qu'on revient toujours vers les mêmes notes, les mêmes ambiances, parce que c'est quasi des trucs qu'on a écoutés de manière intra-utérine.
c'est impossible de s'en détacher. Moi, je me souviens, ma mère me disait que avant même d'avoir la notion d'heure, genre quand il était 17h et que c'était l'heure de Capitaine Flamme, genre je montrais la télé éteinte comme ça, parce que je savais que c'était l'heure. La même influence? Ouais, moi aussi j'étais très dessin animé, j'ai vraiment grandi devant la télé, comme une jeunesse de Sergi Pontoise, on est surtout devant la télé, et moi aussi j'étais hyper marqué par toutes les musiques des dessins animés de quand j'étais petit, mais aussi des séries quand j'étais un peu plus grand, etc. Et les Miami Vice, et les trucs, et voilà, et moi il se trouve que maintenant mon truc préféré de ce qui est un peu TV, on va dire, c'est le générique de Madame est servie. Ah ouais, bah génial. Oh là là, je sais pas qui a fait ce truc, mais c'est tellement bien étudié, tellement bien ficelé, justement. Ah, c'est peut-être Gary Portnoy, tiens, ça m'étonnerait pas. Ah bon, tu peux nous le chanter ou pas? Mais c'est surtout l'arrangement qui est top, l'organisation des flûtes, c'est la folie, je veux dire. Ouais, si, c'est ça, c'est Gary Portnoy. Il a fait Ricky la belle vie, il a dû faire Drummond, là, comment il s'appelait, Arnold et Willy. Il a fait tous ces trucs, c'était un génie, le génie pop, quoi. En tout cas, j'ai eu la chance d'être avec vous, Gaspard Ogier et Sébastien Tellier. Merci d'être venus sur Europe 1.